Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup de nous avoir rejoints ce matin pour notre premier café Actu Data qu'on démarre avec Sylviane Metz-Lopez. Je vais présenter rapidement Sylviane avant de de donner la main. Donc, Sylviane a passé pas mal des dirigeants d'entreprise et a dirigé la transformation digitale d'un des plus grands négociants de vin européens. Et depuis quelque temps, elle est à son propre compte au sein du cabinet. Elle a fondé le cabinet Enalis, où elle est en charge d'accompagner, voilà, où elle se propose d'accompagner les entreprises dans leur transformation et dans leurs actions commerciales principalement. Sylviane, je te laisse la main à partir de là et évidemment, donc si on fait appel à Sylviane parce qu'elle accompagne, elle présente beaucoup sur l'intelligence artificielle et en même temps, donc, elle va nous apporter beaucoup ce matin pour avoir déjà eu un teasing là-dessus. Je sais que ça va être super intéressant. Sylviane, à toi. Super, je vais en profiter. Vous devez théoriquement voir mon slide, je l'espère. Super. Bon, c'est parfait. Alors, attendez, je vais essayer de faire ça bien et de pouvoir basculer. Voilà. Donc, pour vous parler un petit peu de moi, alors comme vous le disiez, Nadim, donc, avant de diriger la transformation digitale dans le groupe qui était dans le vin, la vigne, enfin du vin jusqu'au verre, j'étais également gérante d'une entreprise de vente à distance, filiale d'un groupe allemand pendant 19 ans. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à toucher à des sujets data avec déjà l'acquisition en 2013, ce qui était assez précurseur d'un logiciel qui permettait d'analyser la data et de faire du data mining. Donc, je ne suis pas technicienne, hein, ça va vous rassurer aussi sur l'usage finalement des outils de data ou d'IA. Par contre, j'ai une appétence particulière et une curiosité avec tous les outils nouveaux. Et surtout, alors j'espère que vous l'êtes un peu aussi, je suis super feignante. Donc, en fait, c'est bien pour ça qu'on utilise finalement pas mal d'outils et notamment l'IA. C'est ce qui permet finalement de se détacher de tâches rébarbatives et de travailler finalement sur les choses qui apportent vraiment de la valeur. Donc, je me suis lancée un petit peu sur des démystifications IA parce que ça a été une demande. Donc, je suis adhérente de CPME sur le 67 et sur le 54 et je suis vice-présidente de la Chambre professionnelle du Conseil Grand Est en charge du développement. Et donc, c'est une vraie demande qui a été faite et par mes confrères consoeurs et également par des dirigeants d'entreprise d'avoir des démystifications et de comprendre finalement comment fonctionnent les IA et principalement ChatGPT. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, comme c'est un café relativement court, je vais passer assez vite, mais je pense que la présentation vous sera envoyée par la suite, ce qui vous permettra de la relire tranquillement. Donc, je voudrais vous parler un petit peu de qu'est-ce que finalement ChatGPT, pourquoi on devrait l'utiliser, quel usage en faire, et ensuite vous donner quelques exemples d'usages concrets avant de vous montrer la solution directement. Alors, qu'est-ce que c'est ChatGPT? Alors, ça a beau s'appeler ChatGPT, ça n'est en aucun cas un chat, comme on le connaît, des chatbots qu'on peut avoir sur des sites Internet. En fait, le chat, c'est uniquement l'interface qui a été mise à disposition pour pouvoir communiquer finalement avec la base de données qui permet d'avoir les informations qui sont dans ChatGPT. Alors, c'est pas un chat non plus, c'est le petit slide de plaisanterie. Ça n'est pas non plus un moteur de recherche, c'est-à-dire vous utilisez tous un moteur de recherche, que ce soit Google, Bing ou d'autres moteurs, et tous ces moteurs fonctionnent sur la base d'algorithmes, donc soit de campagnes payantes qu'on appelle SEA, soit de campagnes organiques qu'on appelle SEO, sur la base de mots-clés. Donc en fait, ChatGPT ne fonctionne pas comme un moteur de recherche, donc il n'y a pas d'algorithme derrière qui soit gratuit ou payant. En fait, ChatGPT, ce qu'on appelle un LLM, donc un Large Language Model. Donc, il faut s'imaginer qu'on a une masse assez conséquente de données qui sont empilées, qui sont dans des bases de données assez conséquentes. Et en fait, on a ce qu'on appelle du deep learning. Donc, ce sont des réseaux de neurones qui vont chercher en profondeur des textes. Alors, comment ils vont les chercher? Ils vont les chercher finalement sur la base de sémantique, de récurrence et de probabilité. Donc, il faut s'imaginer que ChatGPT, en fait, ne fait rien d'autre que de trouver le mot qui a la plus forte probabilité d'arriver après un deuxième mot. Donc, ce n'est pas magique, c'est uniquement un algorithme, ce sont uniquement des mathématiques et des statistiques. Donc, pour que ChatGPT, par contre, ne se trompe pas, parce que quand on va parler d'une raquette, on peut imaginer que le mot qui arrive à la suite, ça soit tennis, mais ça peut très bien être neige.
Donc, en fait, le travail et toute l'intelligence humaine qui a été mise en œuvre pour le paramétrer a été faite sur le montage de dimensions et de paramétrage. Donc, dans une dimension, on peut entendre, par exemple, est-ce qu'on est plutôt sur un domaine de la santé? Est-ce qu'on est plutôt dans le domaine du sport pour retrouver la raquette de tennis? Et c'est finalement ce qui permet à ChatGPT d'apporter des réponses relativement fiables par rapport à nos demandes. Donc, on voit quand même qu'il y a 1500 dimensions, 175 000 milliards de paramètres qui ont été mis en œuvre, et notamment par de l'intelligence, comme je vous le disais, humaine, et qui évite aussi à ChatGPT de répondre tout et n'importe quoi. Notamment, ChatGPT ne vous expliquera jamais comment construire une bombe, par exemple. Alors, ChatGPT n'est pas intelligent, hein. Comme je vous l'expliquais, ce sont uniquement des récurrences qui sont trouvées et il est du coup capable d'inventer des références et des statistiques. Donc, il faut quand même veiller à l'usage qu'on fait avec ChatGPT. C'est-à-dire pour trouver une information très générique, si on va lui demander par exemple comment fonctionne la photosynthèse, il a été suffisamment alimenté avec énormément de données qu'on trouve sur Internet, mais également dans des livres et dans pas mal de discours, de conférences. Donc, il récupère tous ces éléments-là, donc pas de souci. Si on va chercher une information très précise et notamment chiffrée, il vaut mieux revalider quand même l'information si elle est correcte. Il faut faire très attention aussi en fonction des versions de ChatGPT que vous utilisez aux données confidentielles. Il faut savoir que toutes les communications avec ChatGPT, si on n'active pas une fonctionnalité particulière dans l'outil, remontent finalement dans la base de données. C'est-à-dire que si vous venez lui charger des informations, si vous venez discuter avec lui et que vous intégrez des données confidentielles, elles peuvent potentiellement remonter. Ça a été le cas notamment avec un technicien de chez Samsung qui a demandé à valider la stratégie de Samsung à 5 ans et qui a en fait intégré complètement les données dans ChatGPT. Donc, ça peut être risqué en fonction de votre secteur d'activité. Alors, pourquoi devrais-je l'utiliser? Donc, on a beau dire on est pour ou contre ChatGPT, on a envie d'y aller ou pas d'y aller. Mais en fait, je voudrais vous parler un petit peu d'Alice au pays des merveilles et du concept très sérieux de la coévolution. Donc, pour ceux qui connaissent Alice au pays des merveilles, vous avez dû voir ou reconnaître l'image où Alice et la Reine Rouge courent et courent très vite, jusqu'au moment où Alice se rend compte que finalement, bah, le paysage derrière elle ne bouge pas et demande à la Reine Rouge, mais pourquoi le paysage n'avance pas? Et elle lui répond, en fait, dans ce monde, pour pouvoir, le monde tourne tellement vite, donc pour pouvoir avancer plus vite que le monde, il faut courir plus rapidement. Et c'est le concept très, très sérieux de la coévolution qui explique que les lapins qui vont survivre sont ceux qui courent les plus rapidement, mais les renards aussi, en parallèle, s'ils veulent attraper les lapins, ceux qui vont survivre vont être ceux qui vont courir les plus vite. Donc, c'est également un concept de la troisième vague où on voit l'évolution des technologies et notamment le temps entre l'ère nomade et l'ère de l'agriculture a mis des millénaires. De l'agriculture à l'industrie, on a mis des centaines d'années. De l'industrie à l'ère de l'information, Internet, ça a mis des dizaines d'années. Et maintenant, on a vraiment une accélération des technologies liée finalement à la capitalisation d'une technologie sur l'autre. Et les nouvelles technologies sortent maintenant à raison de semaines, ce sont des semaines, ce sont même des jours, pour sortir de nouvelles techno. Et cette accélération est montrée également par notamment le temps qu'a mis ChatGPT à attirer 1 million d'utilisateurs. Donc ChatGPT a mis 5 jours, là où par exemple Facebook, qui est quand même connu et qui a fait pas mal d'émules au départ aussi, a mis 10 mois. Donc, il y a une réelle accélération et il y a des budgets très conséquents qui ont été mis au niveau de l'IA et qui vont encore augmenter. Donc, on sait qu'on va passer finalement de 8 milliards à 100 milliards d'investissements dans l'IA en 5 ans. Beaucoup de métiers vont être touchés, donc on va pas avoir le choix. Alors, je vous ai mis quelques métiers ici, vous aurez les slides, mais beaucoup de professions vont en fait être modifiées par l'arrivée de l'IA, mais certains métiers risquent même de disparaître. Donc, globalement, qu'on soit pour ou contre, on n'a pas trop le choix. Donc, soit on se la prend, la vague, soit on a envie d'aller surfer sur cette vague et de faire en sorte de ne pas se faire dépasser par la concurrence ou par d'autres pays qui sont très en avance également sur ces sujets. Alors, quel usage en faire? Donc, je vous ai juste listé ici quelques usages très simples pour ceux qui n'ont pas encore été dans ChatGPT, qui permettent finalement de démarrer simplement. Donc, on peut résumer, on peut corriger, structurer, générer du texte, on peut même brainstormer finalement avec ChatGPT. On peut avoir quasiment l'équivalent d'une discussion
qu'on pourrait avoir avec un assistant ou un confrère. On peut l'avoir finalement avec ChatGPT en lui demandant même de reposer des questions. Je vais volontairement très vite, alors j'espère que c'est OK pour vous, mais vous pourrez me reposer des questions même après la session si besoin. Je vous ai mis également ici le lien pour pouvoir se connecter, accéder à ChatGPT pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait. Et ChatGPT, vous avez dû l'entendre, donc il y a plusieurs versions. Il y a une version 3.5 qui est gratuite, mais qui permet très peu de choses. Donc ce que je vous montrerai tout à l'heure, ce sera avec la version 4. La version 4 est à 20 dollars par mois, mais l'investissement est vraiment rentable. Je vous montrerai sur quelques exemples. Ça vaut vraiment le coup. D'autant qu'il a moins de ce qu'on appelle d'hallucinations, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de paramètres, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, beaucoup plus de mémoire et donc beaucoup plus de contrôle, ce qui permet finalement d'avoir des informations beaucoup plus précises et d'avoir accès à des fonctionnalités qui n'existent pas dans la version 3.5. Alors, je vous rassure, je ne suis pas commissionnée par OpenAI, c'est vraiment pour vous. Je pense que ça fait sens d'accéder à cette version. Alors, je vous ai mis ici quelques règles, on va dire très basiques sur comment communiquer avec ChatGPT. J'entends souvent que finalement ChatGPT ne donne pas les bonnes réponses, mais c'est principalement lié à la qualité des questions, ce qu'on appelle finalement le prompt. Donc, il faut être très précis, il faut lui donner un contexte, il faut structurer, le mettre en situation et indiquer ce qu'on souhaite avoir finalement en tant que livrable et ne pas hésiter à réitérer, donc à lui reposer des questions ou le réorienter quand il n'est pas finalement sur la bonne voie. Il faut imaginer ChatGPT finalement comme un assistant humain personnel que vous pourriez avoir dans vos entreprises. Et une personne qui vient d'arriver en entreprise, qui ne vous connaît pas, qui ne connaît pas le contexte, forcément, si vous allez lui demander de vous rédiger par exemple un article LinkedIn, vous avez probablement 8 chances sur 10 que l'article ne soit pas conforme à ce que vous attendez. Et encore, un être humain est capable de lire entre les lignes. Avec ChatGPT, c'est pareil. Il faut lui donner vraiment l'ensemble des contextes. Et on a la possibilité dans l'outil de lui donner un contexte global d'entreprise qui vous évite de réexpliquer ou de lui redonner toutes ces informations. Donc ça, ce sont des fonctionnalités qui sont mises en place. Je vous ai mis ici simplement quelques prompts basiques. Alors, il n'y en a que trois. Je ne vais pas y aller. On n'a pas le temps de le faire là ce matin. Mais simplement que vous puissiez les retrouver avec à chaque fois un exemple pour que vous puissiez commencer finalement à utiliser ChatGPT avec des exemples assez précis qui vont du plus simple au plus complexe. Et celui-ci est plutôt pas mal parce qu'il explique aussi que ChatGPT peut en fait prendre des références. C'est-à-dire qu'il peut prendre par exemple un texte en référence, il peut prendre un auteur en référence, il peut prendre un document que vous avez déjà rédigé en référence, ce qui permet finalement d'éviter de lui redire des choses. C'est-à-dire quand vous avez des tournures de phrases que vous souhaitez reprendre, ou alors on peut lui demander, par exemple, de refaire une fable de La Fontaine avec d'autres protagonistes. Donc, tout ça, il est en capacité de le faire parce qu'il a été alimenté avec tout ça et ça permet d'aller beaucoup plus vite. Donc, on en est à la fin de la présentation, mais je pense que ça n'est pas ce qui vous intéressait le plus. Je pense que vous avez très envie d'aller voir directement ChatGPT. Alors, je ne vous vois plus, donc juste un petit mot peut-être pour Alexandra ou Nadim, si c'est OK jusque-là ou si vous avez des questions, des choses qui arrivent dans le chat auxquelles il faudrait que je fasse attention. Non, il n'y a rien, mais on regarde si jamais avec Mais Nadine. n'hésitez pas à toutes les personnes présentes de poser vos questions via le chat. On les reprendra. Il y a de toute façon prévu 10-15 minutes. On prévoit 10-15 minutes de questions-réponses. Mais entre-temps, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser via le chat. Alors, je sais que j'ai été très vite, hein. Normalement, la présentation se fait en beaucoup plus de temps et avec plus d'interaction. Donc, surtout, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions additionnelles. Mais comme je pense que vous avez très envie d'aller voir l'outil, on va y aller d'ores et déjà. Donc, j'ai préparé deux exemples qui peuvent probablement vous servir dans vos métiers. Et avant de vous montrer les exemples, je voulais simplement vous montrer finalement ChatGPT en version 4. Vous voyez, vous avez vraiment plusieurs outils. C'est-à-dire, là, je suis sur une partie data analyst. Vous avez le chat, on va dire, normal avec lequel on va communiquer avec ChatGPT. Et vous avez ensuite plein de petites applications qui s'appellent maintenant des GPTs. Ça a changé finalement depuis, ça fait 2 jours. Avant, on utilisait des plugins. Maintenant, on utilise finalement ce qu'on appelle des GPTs, qui sont des assistants qui ont des fonctionnalités plus spécifiques. Alors, je vais vous montrer notamment un des GPTs avec une fonctionnalité particulière qui s'appelle Web Pilot.
et on va lui demander, je pense que vous voyez, j'étais sur un site internet, hein, tout simplement, le site de Castorama, pour prendre un exemple d'un site qui est ouvert au grand public. Et j'ai sélectionné finalement quelques produits en me disant, ben voilà, on a des radiateurs. Et je me dis, ben, j'aimerais bien analyser finalement ce site internet, mais j'ai pas envie, moi, d'aller copier-coller les articles pour regarder les prix, pour regarder finalement la marque et de pouvoir comparer ce qu'il peut y avoir sur ce site internet. Donc, on va lui poser la question. Alors, comme je vous disais, je suis un peu feignante, donc j'ai préparé tous mes textes, mais on va les relire ensemble. Alors, on va retourner sur ChatGPT. Il faut juste que je retrouve. Voilà, mon écran, s'il veut bien, parce qu'en présentation, j'arrive à descendre. Je suis désolée, hein, c'est juste Alors, ma barre qui disparaît. Alors, je vais juste arrêter le partage une petite minute, vous m'excusez, je reviens tout de suite. C'est l'effet des mots. Alors, je repars et je vous repartage. J'allais te le dire, Steve Jobs a eu ça, ne t'en fais pas. Ah non, mais c'est c'est toujours comme ça. Steve Jobs a eu ça, ne t'en fais pas. Mais parce que j'ai toutes les barres en fait qui se cumulent sur mon écran. Donc en fait, je vais simplement lui demander de lister sous forme de tableau les produits qui sont présentés donc sur la page que je vous ai montrée tout à l'heure, hein, sur la page Castorama. Et je lui dis d'intégrer la dénomination, etc. Je lui dis d'intégrer quelques informations. Donc, on va voir finalement comment ChatGPT, avec cette application-là, va être en capacité. Alors, il me demande est-ce que je suis d'accord pour qu'il aille sur le site Internet. Donc, ils ont mis un peu de contrôle de sécurité. Donc, je lui dis oui, oui, il peut y aller tranquillement. Et en fait, il va se connecter et il va récupérer des informations directement sur le site en question. Donc là, vous voyez à quelle rapidité il est en capacité de récupérer finalement l'ensemble des informations. Alors, on l'a fait de façon très simple. On pourrait lui donner plus d'éléments, mais je ne voulais pas vous montrer quelque chose qui mette trop de temps puisqu'on est très limité ce matin sur un café. Mais ça vous permet de voir finalement à quelle vitesse on peut collecter des informations, collecter des prix. Donc, je pense que ça peut être très intéressant pour vous aussi en analyse de concurrence, de pouvoir assez rapidement récupérer des éléments sur un site Internet. Assez bluffant, assez bluffant. Parce que quand je vois le temps qu'on passe à développer parfois des outils ou d'entreprises développent pour aller récupérer cette information sur le web, c'est extrêmement bluffant là-dessus. Oui, puis je vous remontre quand même l'information. En fait, la couleur, il l'a récupérée, hein. On n'a pas la couleur qui est à part dans la base de données. Il a, alors, l'intelligence, c'est toujours un peu compliqué de parler d'intelligence quand on parle d'un outil qui fonctionne sur des algorithmes, mais il arrive à identifier ce qu'est une couleur, en fait. Donc, il arrive à rescinder une ligne de texte pour pouvoir le structurer dans une base de données. Donc, ça, c'est tout l'intérêt d'utiliser ce genre d'outil. Je ne vais pas le montrer là parce on est vraiment pris par le temps et pour laisser un peu de temps aux questions-réponses par la suite. Mais il est capable aussi de pouvoir étudier ou d'analyser des textes sur des fichiers PDF. Donc, dernièrement, lors d'une conférence, un dirigeant d'entreprise devait traiter finalement énormément de PDF, de reprendre des informations de PDF qui faisaient 200-300 pages sur des gros cahiers des charges dans l'aéronautique et de lister finalement sous forme d'un fichier Excel toutes les contraintes, enfin tout ce qui n'allait pas, c'est-à-dire tout ce qu'il avait même pu marquer, surligner, etc. Et avec l'outil, avec deux, trois prompts différents, et en surfant d'un outil à l'autre, on a réussi à faire en un quart d'heure le travail qu'il avait mis 2 jours à réaliser.
Donc, c'est assez phénoménal ce qu'on peut en faire. Là, ce sont des tout petits exemples, mais quand on travaille finalement en entreprise et qu'on arrive à identifier quelles sont les problématiques qui sont les plus chronophages, on peut très rapidement trouver des solutions simples, rapides, efficaces et peu coûteuses pour pouvoir justement accélérer le travail en entreprise et notamment des tâches rébarbatives. Donc, je vais vous montrer autre chose qu'on peut faire avec Data Analyst. Alors, du coup, je pense que vous ne voyez pas, par contre, le fichier Excel. Donc, je vais vous partager, par contre, un fichier Excel. Voilà, juste pour que vous voyez, en fait, la base de données au départ. Donc, là, vous devez voir le fichier Excel. Donc, j'ai généré, en fait, une base de données qui est complètement imaginée, hein. Je veux dire, il y a rien de vrai là-dedans, dans cette base de données. Et j'ai simplement mis quelques informations. Donc, j'ai pris une marque, un modèle, toujours sur la base de radiateur, etc. Et j'ai commencé à rédiger du contenu marketing pour quelques lignes, finalement, enfin, quelques-uns de ces produits. Donc, il y en a beaucoup d'autres derrière. Et en fait, l'objectif, ce que je souhaiterais, ça serait d'utiliser ChatGPT pour générer le contenu marketing sur la base de ces éléments techniques, de pouvoir les générer automatiquement. Je vais retourner, du coup, dans ChatGPT, je vous montre cet écran-là. Est-ce que vous voyez de nouveau l'écran avec ChatGPT? Mhm. Super. Tout à fait. Donc là, pareil, j'ai toujours mon petit souci parce que j'ai cette barre qui se promène, qu'il faut que je... Voilà, ça va être mieux comme ça. Donc là, je vais finalement aller récupérer le document en question que je vous ai montré, hein. Et je vais lui demander très simplement, donc sur la base des informations des colonnes de A à I, donc là où j'ai des informations techniques, et des exemples de contenu marketing dans la colonne J, de compléter le contenu marketing pour l'ensemble des produits. Donc, comme un assistant, finalement, il nous répond, hein, il discute avec nous, il dit, ben voilà, il va d'abord examiner le fichier, essayer de comprendre comment fonctionne la structure. Alors là, je ne l'ai pas fait parce que, comme je dis, on est pris par le temps. Par contre, on peut mettre, si on a un fichier dans lequel il peut y avoir des erreurs, c'est-à-dire si dans une colonne, on ne trouve pas la bonne information, il va le spécifier et il est même en capacité de le corriger. Admettons qu'on se soit trompé et qu'on ait mis les dimensions finalement dans la colonne couleur ou inversement. Il va le détecter et il va pouvoir proposer de le corriger automatiquement. Donc ça, c'est assez génial pour les personnes qui ont fait du traitement de base de données, notamment de la correction qualité de données. C'est assez génial de pouvoir avoir un assistant qui d'office va vous dire, bah, j'ai un souci sur ces colonnes-là. Je l'ai testé récemment pour faire une segmentation client, pour faire un scoring client automatique. Il a d'office détecté les éléments qui n'allaient pas et proposé des solutions. Donc ça, c'est plutôt chouette. Non seulement il vous donne l'information qu'il y a une erreur, donc ça peut être sur de la qualité de produit, ça peut être sur pas mal de choses, mais ça peut être, il peut aussi tout de suite proposer la correction et donc il l'a réintégré dans un fichier Excel. Et là, il te met en direct, il met à jour le fichier directement. Tout à fait. Donc là, d'abord, il va me poser des questions encore, hein. Donc il va dire, il va établir la formule et il m'explique clairement ce qu'il fait étape par étape. Donc il me dit que à la lecture du texte marketing, du contenu marketing que je lui ai donné en termes d'alimentation, ben voilà la structure qu'il me propose. Et ensuite, il va me donner quelques exemples pour dire, bah, est-ce que je suis bien d'accord avec ces exemples-là? Donc, il le fait vraiment étape par étape, comme on le ferait finalement avec un assistant physique en interne. Il est bien, cet assistant. Et, euh, Donc, je vais juste vous montrer encore enfin, ce qu'il va proposer. Et ensuite, on pourra passer, je pense, aux questions-réponses. Nadine, puisqu'on a... Tout à fait. Oui, oui, non, il y a des questions, j'en ai quelques-unes, effectivement. D'accord. Et je pense que d'autres personnes
Voilà. Et donc là, on a la rédaction du contenu marketing. Alors, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, plus on va lui donner d'informations, plus il sera précis. Donc là, on lui a donné très peu d'informations, hein. Je vais juste donner quelques exemples de texte marketing. Si on lui indiquait qu'on s'adresse aux clients plutôt de telle manière, ou que la cible, c'est plutôt du B2B, est-ce que c'est de la GSB, est-ce qu'on est sur des clients particuliers, etc. Si on lui donne toutes ces informations-là au départ, il va forcément appliquer dans la rédaction aussi de texte. Donc, c'est là où c'est très, très important de travailler main dans la main quand on commence à monter des scripts avec ChatGPT, quand on commence à monter des prompts, pour finalement généraliser un maximum et automatiser un maximum en lui donnant les bonnes consignes pour l'ensemble de l'entreprise ou pour une personne en particulier qui ne fait que de la rédaction de texte, qui fait que des posts sur LinkedIn ou sur Facebook, etc. Donc, c'est là où c'est très important de lui donner finalement un contexte général pour accélérer finalement la démarche. Voilà. Donc, dans l'étape d'après, je peux simplement lui demander de générer finalement dans un fichier Excel. Donc, il va le traiter, il va le faire. Donc, ça va mettre un petit peu de temps. Donc, du coup, je vous montrerai peut-être après, mais on peut profiter de ce temps-là pour passer à des questions-réponses si vous le souhaitez. Je ne sais pas si parmi les personnes qui assistent, il y a déjà des questions. Si quelqu'un a des questions déjà. Christian, tu auras une question? Oui, une question. S'il y a beaucoup de données, par exemple, les données sont exprimées, je crois on parlait de watts, et après, peut-être que notre fournisseur, il donne un kilowatt ou autre chose. Est-ce que lui, il sait mettre toutes les données dans la même unité qu'on lui Oui, a demandé? oui, il sait le faire. Je l'ai déjà testé. En fait, il détecte qu'il peut y avoir des différences et il peut du coup proposer de les transformer de façon à ce qu'elles soient uniformes. Moi, j'aurais une question aussi. Euh, cette écriture des prompts, qu'est-ce que ça nécessite? Donc, le prompt, c'est la requête, ce qu'on appelle la requête. Qu'est-ce que ça nécessite, à ton avis, comme compétence au départ? Est-ce qu'il faut des compétences ou c'est quelque chose qu'on apprend au fur et à mesure? Alors, tout dépend de l'usage qu'on va en faire. Alors, si on va être dans des usages d'analyse de données, parce qu'on peut vraiment faire des analyses poussées de données, le prompt va être relativement facile à rédiger. Par contre, il faut quand même avoir un regard externe et expert d'un statisticien ou d'un mathématicien qui puisse comprendre finalement si les réponses données par ChatGPT sont justes ou pouvoir l'orienter. C'est de la même manière quand on fait un travail avec des outils de data science, de data mining. Si on n'a pas la compétence et la connaissance technique, ça va être compliqué. Par contre, pour la rédaction du prompt, là, je pense que tout un chacun est en capacité d'apprendre finalement comment rédiger les prompts. Alors, on peut être accompagné aussi au départ hein, pour aller beaucoup plus vite, mais au fur et à mesure des réponses et au fur et à mesure finalement des informations complémentaires qu'on va donner à ChatGPT, on apprend et on apprend très vite. Et quand on commence à l'utiliser au bout d'une semaine, quand on l'utilise régulièrement, on sait quelles sont les informations dont ChatGPT a besoin dès le départ pour éviter de se tromper par la suite. Donc c'est vraiment, à mon sens, très abordable pour tout le monde. D'accord. Il y a une question d'affiner. Si je comprends bien, votre pilote peut comparer des textes. Qu'en est-il des photos? Existe-t-il un outil pour les comparer? Oui, alors il existe d'autres outils pour comparer les photos. Alors sur ChatGPT, on est vraiment sur du LLM, donc on est sur des modèles de langage. Sur tout ce qui est comparaison de photos, donc ils sont en train de mettre en place pas mal de choses, hein. Comme je vous l'ai montré là dans les GPTs, il y en a plein de nouveaux qui sont rentrés et ça date d'il y a 2 jours, donc je ne les ai pas tous regardés, mais j'ose espérer qu'ils ont mis en place des analyses de comparaison de photos. Par exemple, dans ChatGPT, ce qu'on peut déjà faire, on peut déjà prendre la photo, par exemple, d'une mobilette ou d'un vélo qui serait en panne, et il est en capacité de dire quelles sont les pièces à changer, ce qu'il faudrait réparer. On peut prendre la photo de son frigo et dire, ben voilà, avec ce que j'ai dans mon frigo, qu'est-ce que je peux faire à manger? Donc, il y a de l'analyse d'image. Je ne sais pas quelle est on va dire, la capacité à comparer des images très finement. Je n'ai pas encore testé. D'accord. Une question de Vianney. Pour une entreprise, est-il souhaitable d'utiliser une IA privative pour travailler sur ces sets de données et ne pas mettre ces infos à dispo de la communauté? Et je vais moi personnellement continuer. Quid de la sécurité effectivement de cet aspect, de cet aspect? Bien sûr.
Donc, comme je vous l'expliquais, jusqu'à la version 4, celle que je vous ai montrée, effectivement, les informations remontent au niveau d'OpenAI. Donc, elles sont utilisées pour améliorer les scripts. Il faut savoir que même dans ChatGPT version 4, il y a une petite case à cocher ou à décocher qui permet de faire en sorte que les informations ne remontent pas et que vous restiez en environnement clos fermé. Donc ça, c'est déjà une chose qu'on peut faire avec la version 4. Ensuite, quand on travaille en environnement entreprise, c'est-à-dire quand on passe sur la version 4 Teams ou les versions supérieures qui vont arriver, la version 5, ils ont bien bloqué tout ça, c'est-à-dire on va rester en environnement vraiment intra-entreprise. Après, ChatGPT, là, on l'utilise vraiment via le chat parce que c'est comme ça qu'on peut faire les démos. Mais il faut savoir qu'on peut utiliser la puissance de calcul des serveurs et des bases de données d'OpenAI complètement en interne via des API. C'est-à-dire qu'on peut utiliser finalement la puissance de calcul, mais rester vraiment sur des données internes sans passer par cette version de chat, en fait, hein, par cette interface-là. Donc, il y a beaucoup de possibilités pour utiliser finalement la puissance des outils existantes sans prendre le risque que les données ne sortent à l'extérieur. D'accord. Et donc, une entreprise, une PME ou une ETI peut tout à fait, donc, sans grand souci de sécurité de données, parce que je sais qu'il y a aujourd'hui de grandes entreprises qui ont développé leurs propres outils d'AI pour effectivement garder toute l'intelligence, garder toute l'information au sein de l'entreprise et dire bah, très bien, et là l'intelligence, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va aller chercher dans des dossiers de prospection qui ont eu lieu dans le passé, des appels d'offres, de dire, ben, tiens, à cet appel d'offres, j'avais répondu comme ça. Pour une PME, donc il n'y a pas de risque, donc elle peut tout à fait dire, je peux solliciter OpenAI tout en gardant privé mes données. Oui, alors tout à fait, c'est ce qu'on dit. Alors après, je reste toujours prudente, puisque vous savez très bien, tous les outils qu'on peut utiliser, que ce soit du Microsoft, que ce soit du Google, tous ces outils ont en fait, il y a une partie d'hébergement, une partie d'intelligence qui sort des frontières européennes. Finalement, il y a toujours un risque. Je pense que vous en êtes déjà rendu compte, même quand on discute d'un sujet en particulier et qu'on a son smartphone posé à côté, assez étrangement, on peut se retrouver avec des publicités sur le sujet quand on va sur Google après. Donc, tout est relatif en termes de sécurité. On est bien d'accord. Donc, il y a plein de choses qu'on peut verrouiller, mais il ne faut pas se leurrer. Ce sont quand même des outils qui viennent des US. D'accord. Et j'aurais encore une question parce qu'on parle beaucoup on a parlé un peu de data, mais on en parle beaucoup. C'est quoi l'impact de la data? Tu as dit tout à l'heure, effectivement, il est capable ChatGPT est capable de corriger ma donnée, de respecter, de me dire, attends, il y a des choses qui ne sont pas correctes. Est-ce qu'il va jusqu'au point de dire, euh, il y a des incohérences dans les données qu'on envoie dans des dimensions d'un radiateur, où on s'est peut-être trompé, c'est partout, il voit du 110 par 120 quelque chose, puis à un moment donné, il tombe sur du 1500 par 3000. Est-ce que c'est une erreur qui risque de relever? Quid de la qualité de la donnée qu'on est en train de lui soumettre à ce Mhm. sujet-là? Oui, alors il y a des erreurs qu'il va repérer tout seul. C'est-à-dire, on peut très bien utiliser ce que je vous ai montré tout à l'heure, la partie data analyst, lui charger un fichier et de lui dire, juste en termes de prompt, analyse ce fichier. Et rien qu'en lui disant analyse ce fichier, il va déjà repérer ce qu'il y a dans les colonnes, il est en capacité de dire aussi s'il y a des éléments qui manquent, s'il y a des éléments perturbateurs, des données qui semblent erronées. Donc ça, il peut le faire. Après, on peut tout à fait l'affiner, c'est-à-dire qu'on peut lui dire colonne par colonne, attention sur la partie dimension, généralement le minimum c'est ça, le maximum c'est ça, dis-moi si tu détectes des erreurs ou s'il y a des incohérences. Il va aussi le détecter quand on va avoir un format un peu particulier, quand on va lui demander une analyse de fichier et puis qu'il se retrouve tout d'un coup avec un point ou un pourcentage et qu'il n'est pas capable de le traiter, ben, il va l'identifier, il va le modifier pour pouvoir analyser la donnée. Donc, il est en capacité de faire énormément de travaux sur la qualité de données, sur de la correction de données, sachant qu'il faut quand même le prendre par la main. Donc, il y a des choses qu'il faut faire tout seul, il y a des choses où on va avec lui, sur le premier fichier analysé, l'accompagner, lui expliquer, lui dire, ben voilà, c'est ça les informations que je cherche à avoir. Puis, une fois qu'on a fait ce premier prompt et qu'on sait très exactement ce qu'on veut lui demander, ben, quand on va le faire sur le second fichier du mois d'après, sur des analyses de vente, des analyses de data ou autre, il sera en capacité de le refaire parce qu'on l'aura accompagné la première fois. D'accord. Bon, tous ceux qui ont déjà fait de la data quality, de la data exploration le savent. On regarde un fichier, on commence à corriger une chose, puis on en détecte une autre, on y va pas à pas.
Ça n'est pas différent avec ChatGPT, simplement derrière, on peut l'industrialiser puisque le prompt aura été fait. Ah ouais, super. J'ai une question, si possible. Tous les sujets qu'on traitait jusque maintenant et qu'on continue de traiter de type EDI, aujourd'hui on parle aussi de la facturation électronique. Est-ce qu'elle peut être gérée directement par ChatGPT, par exemple? Alors, à ma connaissance, non, mais j'ai pas creusé ce sujet en particulier. À ma connaissance, ça n'est pas, enfin, du moins, ça n'est pas mis en avant dans ChatGPT, mais ça vaudrait le coup de regarder. D'accord. Ce qui est pour agréger des données, par exemple, je suis distributeur, j'ai un nombre certain de fournisseurs, chacun exprime ses produits sous différentes formes, il sera me donné sous la forme que moi j'ai demandé sur un tableau unique, si j'ai bien compris, c'est à peu près ça, sans avoir besoin d'un modèle normalisé. C'est ça. Alors, il est en capacité de faire des propositions ou alors on peut lui donner un texte type informatique qui nous plaît bien dans la tournure, dans la formulation et il va se baser sur ce texte-là qu'on souhaite avoir en sortie. Donc, il prendra finalement du texte de plusieurs fournisseurs ou de plusieurs sources et il va l'agréger pour avoir le texte tel qu'on souhaite l'avoir nous. Une question, peut-être une dernière ou une avant-dernière de Vianney. Comment nourrir l'IA en masse pour donner un contexte d'entreprise, un accès à des serveurs de l'entreprise et des fichiers présents? Oui. Donc là, en fait, le mieux, c'est de travailler sur les versions entreprises et de connecter directement via les API. C'est-à-dire qu'on on va alimenter, alors ChatGPT, c'est une méga base de données. On peut, comme je le disais, connecter directement à des informations dans l'entreprise et de laisser quand même, de garder quand même les informations externes qui sont chez OpenAI. Mais on peut aussi décider de ne travailler qu'avec la puissance d'OpenAI de calcul et de se baser uniquement sur des informations de l'entreprise. Donc, au lieu finalement d'aller chercher les informations dans l'univers d'OpenAI, il va venir chercher les informations dans l'univers de l'entreprise, dans lequel il va pouvoir se nourrir finalement de toutes les données, de toutes les informations. On peut venir l'alimenter aussi même avec des échanges de mails avec des clients, on peut venir l'alimenter avec toutes ces informations. Et ce sera ça finalement sa base de données, sa base de calcul. Après, comme toujours, il sera meilleur s'il a suffisamment de données. Ça, c'est toujours les questions d'apprentissage. Ce genre d'outil a besoin d'une masse assez conséquente d'informations pour pouvoir livrer des réponses qui soient propres et claires. Encore une question d'Alexandre. Quelle est la différence entre les retours de Bing AI, par exemple, qui dit utiliser ChatGPT 4 et la version payante de ChatGPT 4 aujourd'hui? Il est difficile de suivre les différentes évolutions et tous les outils qui sont développés. Si je peux compléter aussi, et quid aussi de Mistral, par exemple, aujourd'hui on voit Mistral avec toute la problématique de la souveraineté européenne, française, quid d'un peu de ces deux solutions, si tu peux nous en dire un petit mot. Oui. Alors, c'est très compliqué d'apporter une réponse parce que c'est vraiment une course entre les différents systèmes. Alors, à l'heure actuelle, ChatGPT a quand même le moteur de calcul le plus, on va dire, le plus fort, qui a aussi le plus de masse de données qui permettent l'apprentissage. Par contre, de plus en plus, donc Claude, qui est aussi une IA, est en train de sortir des nouvelles versions très rapidement et moins contraignant finalement, parce qu'il a moins de paramètres. Quand je vous disais, ChatGPT ne va jamais vous dire comment construire une bombe, avec l'autre, il faut se méfier, il est en capacité de répondre des choses qu'on ne veut pas forcément voir de façon ouverte. Après, on a aussi Bard, qui s'appelle maintenant Gemini, sur la partie Microsoft. Donc, il y a plein d'outils qui sont en train de monter. À mon sens, ChatGPT, pour l'instant, est toujours encore en tête. Et quand on est sur des versions payantes, on a quand même accès à plein finalement d'outils qu'on n'a pas quand on l'utilise via Bing ou autre. Donc c'est ça l'intérêt, c'est d'avoir toute la partie aussi complètement intégrée avec à l'époque les plugins, mais maintenant les différentes GPTs et tout ça. Après, tout dépend de l'usage. Je dis toujours, l'intelligence artificielle n'est pas la panacée. On ne vient pas en disant, ben voilà, je souhaite mettre de l'IA chez moi. Il faut vraiment partir d'un besoin, de l'analyser, de regarder finalement ce qui va apporter de la valeur à vos entreprises. Et en fonction finalement de cette analyse de besoin, on va pouvoir orienter finalement quel outil
seraient les plus adaptés. Donc c'est là où je pense qu'il faut pas, c'est pas non plus une course effrénée vers l'avant pour dire ben, je dois intégrer de l'IA. Il faut vraiment passer par cette partie d'analyse de besoins pour pouvoir répondre réellement à vos attentes et aux attentes de vos équipes. D'accord. On approche de la fin là. Tu voulais nous montrer les résultats éventuellement Je vais de voir ta si c'est comme la ça. sortie. Euh, Juste avant de clôturer Ouais, je vais juste le récupérer, si j'arrive à récupérer le fichier. et rappeler tes coordonnées si quelqu'un veut te contacter en direct ensuite. Là, mes coordonnées sont dans le fichier. Je ne sais pas si vous aviez prévu de partager la petite présentation, mais du coup, Elle les sera coordonnées sont dans le accessible, oui. fichier. Oui, si vous avez besoin. Alors, il l'a pas. Alors, il m'a généré un lien, mais que je n'arrive pas à ouvrir. Alors, est-ce que j'arrive à l'ouvrir celui-là? Ouais, non, j'arrive pas à l'ouvrir. En fait, pour être tout à fait honnête, depuis leur grosse mise à jour, là, d'il y a 2 jours, il me fait des petits soucis sur les générations de liens. Alors, il y a moyen de les récupérer, mais je ne vais pas pouvoir vous montrer là tout de suite. Enfin, si Pas je peux de vous, souci. je peux vous montrer qu'il l'a fait, mais je ne peux pas vous montrer en fait le résultat parce qu'il faudrait que je repasse par un. Pas de souci. Pas de souci. Voilà, donc il a eu quelques erreurs Voilà. en fait, je pense que vous le voyez. Il me dit qu'il a eu quelques erreurs en fait de paramétrage, il les a corrigées et il l'a intégré. Donc il me dit qu'il a le fichier Excel, donc je l'ai bien là, mais c'est juste en fait un problème de chat GPT à résoudre pour pouvoir récupérer finalement le fichier. Tu peux faire une rupture conventionnelle avec lui pour 0 coût. C'est ça, c'est ça. Alors après, OK. il faut savoir, ce sont des outils qui sont quand même assez nouveaux et qui finalement évoluent tout le temps. Comme je vous le disais, quand je discutais avec Nadim, je lui disais encore, bah voilà, je vais vous montrer les versions avec les plugins. Ben, les versions avec les plugins n'existent plus, on bascule maintenant sur les GPTs. Donc, ça nécessite finalement de s'adapter assez rapidement. Puis là, c'est pareil avec les liens de téléchargement. Ils fonctionnaient très bien il y a 2 jours. Là, il faut trouver une petite manipulation, un petit truc intermédiaire. Donc, c'est là où, en fait, ça peut être intéressant de se faire accompagner ou d'être dans des communautés. Finalement, où beaucoup de personnes utilisent les outils pour pouvoir se passer aussi les bonnes pratiques. Parce qu'il y a tellement de GPT, il y a tellement de choses, il y a tellement d'outils qu'on peut utiliser qu'on est vite submergé et un petit peu perdu en fonction des besoins qu'on peut avoir. Donc c'est là où c'est sympa aussi d'avoir une communauté pour pouvoir échanger sur tous ces sujets. Ben, sinon, peut-être que c'est ChatGPT. Si on lui pose la question, il peut nous dire comment faire. Oui, absolument. Bon, je pense qu'on a dépassé de quelques minutes. Ben, super, merci à tout le monde. Merci beaucoup, Sylviane, pour ta super présentation, très Avec plaisir. intéressante, très informative, très éclairante. Super. C'était vraiment passionnant. Et à toutes les personnes qui assistent, ben, on va vous réinviter à un prochain Café Actu Data qui tournera le sujet soit autour du passeport digital, soit autour du QR code du GS1 Digital Link. D'accord? Merci beaucoup. Et si vous avez Merci à besoin, tous. n'hésitez pas à entrer en contact direct avec Sylviane. Merci bien. Merci Merci, à au Merci, vous. revoir. Sylvia. Bonne journée. À Au vous Au revoir. aussi, au revoir. revoir. Au revoir.